RMC, le grand oral des grandes gueules. C'est Absatoussi qui est avec nous, chroniqueuse à la télévision et surtout chef d'entreprise. Bonjour Absatou. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la 41e journée internationale des droits des femmes. Après l'affaire Weinstein, après les mouvements Balance ton port, MeToo, ces mouvements de libération de la parole, c'est pas un peu ancien monde finalement de consacrer chaque année encore une journée aux femmes? Est-ce qu'il n'est pas temps de s'emparer de ces questions tous les jours et pas attendre le 8 mars pour en parler? Je pense que vous avez tout dit. Effectivement, le 8 mars est prétexte à dire un peu plus de choses peut-être, mais je pense que le combat des femmes, il commence le 1er janvier, il se termine le 31 décembre, et c'est un combat de tous les jours qui est mené non pas seulement par les femmes, mais par les femmes et par les hommes. Les hommes peuvent être de parfaits féministes. Ah bon, parce qu'on a l'impression qu'on les a mis un peu de côté, les hommes, dans tous ces débats là en ce moment. Qui a cette impression, les hommes? Vous, par exemple, vous avez raison, parce que avec tous ces débats justement, balance ton port, on considérait à un moment l'homme peut-être comme une cible et qu'une cible, en tout cas, ou un coupable. Oui, cible ou coupable. Oui, cible ou coupable. Ouais, moi, je pense que ce mouvement balance ton port, il a l'avantage de libérer la parole des femmes, des victimes, et en même temps, il a cet inconvénient de favoriser peut-être la délation. Un homme peut avoir sa carrière complètement brisée du jour au lendemain parce que quelqu'un a décidé de le dénoncer, de dire des choses qui peut-être sont vraies, peut-être ne le sont pas. C'est très sensible comme mouvement. Vous auriez pu balancer un port, vous. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes mis devant votre ordinateur ou devant votre portable en disant je vais le faire? Non, parce que moi j'ai la chance, et c'est pas le cas de toutes les femmes, d'avoir une vraie force de caractère qui fait qu'au moment où je suis attaquée, je réponds tout de suite. Donc j'attends pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des hommes en face de moi qui avaient des déplacements des comportements déplacés. J'utilise ma parole d'abord pour les remettre en place et j'envoie une punchline, je rigole. Mais non, je réponds, je me défends, je menace de faire appel à la justice si c'est le cas, mais c'est pas le cas de toutes les femmes. Toutes les femmes n'ont pas cette force, toutes les femmes n'ont pas ce courage, ne sont pas capables d'affronter leur agresseur. Dans le métro, on le voit tous les jours. Notamment face à l'abus de pouvoir. Face à l'abus de pouvoir dans les entreprises, mais dans le métro, des jeunes femmes qui sont effectivement touchées à leur insu, ça existe. Ça existe. Donc évidemment, ce mouvement, moi j'ai entendu des gens et des hommes dire stop à ce mouvement. Je ne suis pas non plus pour cette position-là. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas étouffer la parole des victimes, et si c'est le moyen qu'elles ont trouvé pour pouvoir s'exprimer, parce qu'il y a un élan autour et qu'elles se sentent moins seules, parce qu'on sait que les victimes se sentent très seules, alors laissons-les faire. Mais ça a donné quand même lieu à un truc qui, je pense, peut être très dangereux pour notre société. On reviendra pas en arrière, c'est-à-dire qu'on a quand même franchi une étape. C'est historique ce qu'on est en train de vivre? Oui, je pense que c'est historique ce qu'on est en train de vivre, mais pas historique uniquement pour les raisons qu'on pense, c'est-à-dire pas seulement, encore une fois, pour la libération de la parole de la femme, c'est historique aussi pour tous les dégâts que ce mouvement peut causer. Alors moi, d'abord, premièrement, je trouve qu'on ne peut pas tirer encore de conclusion sur les effets de ce qui vient de se passer, balance ton port, etc. Parce qu'il va falloir le mesurer à la régression des agressions envers les femmes et des violences envers les femmes. Donc c'est un passage historique de la libération de la parole, mais ce n'est pas un passage historique en termes de chiffres, parce qu'on n'y est pas encore. En France, on est assez habitué à ces démarches de slogans, d'événements. C'est un peu comme l'antiracisme, où il y a eu tout un certain nombre de choses. Vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, l'heure est plutôt à se taire et faire? Par exemple, il y a quelque chose qu'on fait que très partiellement en France, qui est l'éducation des garçons, et en tout cas l'apprentissage aux mères, que de faire de leurs garçons des futurs hommes qui respectent les femmes, c'est aussi protéger les femmes des violences sexuelles. On est dans une société où on traite les conséquences mais jamais les causes, et on ne peut plus se satisfaire aujourd'hui de dire parce qu'on fait une journée la femme, parce qu'il y a eu balance ton port, et que ça devrait suffire. Le passage historique sera dans les chiffres. C'est à quel moment il y a plus de plaintes de femmes qui sont agressées, à quel moment il y a moins de violences conjugales que subissent les femmes, etc. C'est ça qu'il faut attendre. Du résultat. Oui, quoi, voilà, en fait, c'est du ça. résultat. Et le résultat, ça peut pas être des slogans, et ça peut pas être... On est totalement d'accord. Moi, je fais partie de ces femmes qui pensent que se plaindre n'est pas une solution, mais agir en est une. En attendant, on peut pas reprocher aux victimes à un moment de se plaindre et de parler. Quand vous dites effectivement que ça passe par l'éducation, on le sait. Je pense qu'on le sait de plus en plus. On sait que les femmes, nous les femmes d'aujourd'hui, on sait qu'on éduquera nos enfants peut-être très différemment et même avec
il y a encore des femmes qui ont mon âge aujourd'hui, c'est-à-dire 37 ans ou 30 ans, qui continuent à élever leurs garçons différemment des filles. Je pense qu'effectivement, ça passe par l'éducation, ça passe par l'école, ça passe par nos médias, ça passe par un tas de choses. Il n'y a pas une solution facile, c'est un sujet complexe. Il y a l'éducation, mais il y a la culture aussi. Par exemple, il y a la prééminence du patriarcat dans les cultures méditerranéennes, notamment. Il y a aussi la religion. Il y a la religion qui peut l'imposer. Donc là, il faut aller au-delà aussi de ces tabous. Faut savoir bousculer tout ça aussi. La religion. Moi, je suis musulmane. Je suis née d'un père sénégalais et mauritanien avec une culture où l'homme faisait tout. La femme était à la maison et elle devait avoir des enfants. Et ma mère en a eu 8 et a été mariée à 13 ans. Alors, je connais bien ce sujet-là. En attendant, mon père, moi, m'a laissé une liberté absolue. Il a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui parce qu'il a considéré que j'étais l'égale de mes frères et qu'il n'était absolument pas question que mes frères aient une quelconque autorité, quel que soit leur âge sur moi. Il n'était pas question que mes frères affirment leur autorité par la violence sur moi. Vous aviez un père féministe. Oui, féministe, peut-être sans s'en rendre compte, parce qu'il vient d'une culture où le féminisme, c'était pas forcément celui qu'on définit aujourd'hui, mais il était... ses filles, pour lui, c'était... alors, il a eu une phrase quand même qui m'a perturbée un jour, c'est qu'il parlait avec ses copains, et pour dire que sa fille avait réussi, il a dit « j'ai mis au monde un homme ». Donc c'est une phrase où on se dit, bon, il y a quand même encore des choses qui sont ancrées, qui sont fausses en plus, parce que dans la culture de mes parents, la culture Peul, les femmes sont les entrepreneurs de la société. Ce sont elles qui dirigent, ce sont elles qui construisent, c'est elles qui veillent à la stabilité du foyer et à cet équilibre nécessaire dans nos sociétés. Donc, j'entends ce que vous dites et je pense que vous avez raison, mais je pense que le combat est bien plus complexe que ça. Mais est-ce que du coup, ça vous confère une responsabilité plus grande, vous, en tant que femme, en tant que venant d'autres cultures, en tant que responsable médiatique, en tant que chef d'entreprise, vous vous dites, bah moi, il faut que j'en fasse plus que les autres là-dessus. J'en fais pas plus que les autres. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans l'ombre qui en font beaucoup plus que moi, qui agissent beaucoup plus. Mais vous avez un écho là quand vous prenez la parole. J'ai un écho, j'ai cette chance d'avoir un écho. Il y a 900 000 ou 1 million de personnes qui vous écoutent. Et ben c'est ce que je dis donc. Donc je dis que c'est... Mon rôle à moi, c'est de montrer qu'une femme, elle peut être chef d'entreprise, une femme, elle peut diriger, une femme peut avoir le même salaire qu'un homme à compétences égales, voire gagner plus. Je pense qu'à travers tout ce que je fais, j'agis justement pour cette égalité homme-femme. Alors justement, vous avez participé à ce projet Unissons nos voix, qui réunit plus de 50 artistes féminines à l'occasion donc de cette journée de la femme. Et des hommes. Et des hommes. Donc c'est chanté par un collectif, les voix des femmes. Vous y chantez ? Oui. C'est une première. J'y chante, je l'ai fait déjà plusieurs fois à leur côté. Il y a d'autres personnalités comme Rokhaya Diallo. Un extrait, s'il vous plaît. Allons-y. Je ne voulais pas faire ça à la femme que j'aime. Pardonne-moi ce soir-là, je n'étais pas moi-même. Il a fallu un geste pour me retrouver là. C'est sûr, c'était la dernière, je ne recommencerai pas. Te demandes-tu quelle souffrance elle subit quand de tes mains tu l'envoies sur ta vie? Qu'as-tu à dire à celle qui d'en haut te guette? Trop tard pour lui, je regrette. Unissons nos voix pour leur rendre justice, faire valoir leurs droits, stopper le supplice. Unissons-nous, vois-tu leur cicatrice? Lève-toi, parle, ne te rends pas complice. On va vous reprocher encore de faire une chanson tout à fait gentillette quand il faudrait peut-être des campagnes choc ou autres. Je pense que toutes les campagnes, quoi pas toutes, parce qu'il y en a qui sont maladroites, mais là on s'adresse à un public qui va reconnaître les personnalités, qui les suit, qui les écoute. On sait qu'aujourd'hui les réseaux sociaux c'est important, donc le message qui est transmis est important. Si on peut dès le plus jeune âge aller chercher des jeunes pour leur expliquer à quel point c'est grave les violences faites aux femmes, à quel point c'est important qu'ils militent et qu'ils se battent ensuite à leur façon, je pense qu'il n'y a pas gentillet ou choc. L'important c'est de faire passer le message aux personnes qu'on vise. Que pensez-vous des mesures là, qui vont être prises, qui vont être annoncées pour la plupart aujourd'hui pour lutter contre ces violences, ces agressions? Par exemple, ce PV contre le harcèlement de rue, c'est utile ça? Outrage sexiste. Ouais. Je suis un peu mitigée. Je suis un peu mitigée parce qu'à un moment...
Elle est où la séduction? Elle est où la drague lourde? Elle est où la drague tolérable? Est-ce que le curseur pour moi est le même pour vous que pour vous, pour une autre? Je ne sais pas. Ce PV, moi je considère que quand on est agressé dans la rue, il faut aller voir la police et déposer plainte. Et la loi existe d'ailleurs Voilà. pour protéger déjà. Et la loi victimes. existe. Alors je pense qu'il ne faut pas en faire trop, parce qu'à force d'en faire trop, on nuit au message. Alors, On nuit au Marlène Schiappa message. dit ça aura un effet pédagogique. Donc elle Mais n'est pas sûre de l'efficacité. la pédagogie, elle commence à l'école. La pédagogie, elle ne fonctionne pas avec un PV. La pédagogie, le code de la route, c'est d'abord, voilà, on apprend son code, c'est l'éducation, et en plus, ensuite on applique. La pédagogie, ce sont les parents, ce sont les professeurs, ce sont les gens qui encadrent les enfants pendant toute leur vie, jusqu'au moment où ils deviennent adolescents et adultes. On met même en place, et là on a des chefs d'entreprise autour de la table, déjà qu'il y a eu des milliers de salariés, on met en place un logiciel qu'on pourra installer, si vous voulez, dans les services compta et libre de droit, et qui pourra revérifier si il n'y a pas d'écart salarial, qu'il n'y ait pas d'écart salarial. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Vous qui avez été chef d'entreprise. Mais je pense que c'est une responsabilité des dirigeants d'entreprise de faire en sorte qu'il y ait vraiment que ce soit, on traite les gens de façon égale. On n'a pas besoin de logiciel. Je pense qu'on a assez de boulot dans nos petites boîtes pour aller en plus ajouter ça. D'abord, je vais vous dire une chose. Vous avez été chef d'entreprise. Expliquez-moi pourquoi depuis des années, on dit la même chose. Tous les ans, le 8 mars, il y a encore cette inégalité. Alors même si elle est moins forte, mais 10% elle est aujourd'hui. quand même très importante. D'abord, il faut lutter contre cela, ok. Après, moi, je vais vous dire une chose, c'est pas la responsabilité des hommes. Il y a des femmes dirigeantes d'entreprise, je l'ai vu, qui ont des comportements inadmissibles vis-à-vis des femmes. C'est-à-dire, vous allez faire un enfant dans pas longtemps, au moment de l'entretien, vous avez 30 ans, ou là, vous n'avez pas encore d'enfant. Donc, c'est des questions qui, comme ça, sont portées aussi par les femmes. Donc, dans les entreprises, moi dans mon entreprise, les femmes ont les mêmes salaires que les hommes à compétences égales. Si on veut ça, d'abord, nous les femmes qui ne sommes pas d'accord avec ça, prenons le pouvoir. Il y a plein de femmes qui veulent entreprendre, qui n'entreprennent pas. Entreprenez, montez vos boîtes et appliquez ce que vous voulez pour vous, parfois les femmes pour les se autres. mettent des barrières psychologiques, des plafonds de verre, non? Oui, elles se mettent des barrières psychologiques, la société leur en met aussi, mais moi j'aime bien provoquer les femmes en leur disant, vous voulez l'égalité, allez-y, faites-le. On est les premières quand on a un bébé. Moi je l'ai fait. J'ai un bébé qui a 17 mois. Au départ, je me disais, moi j'ai besoin d'aller travailler aussi, parce que je dois vivre ma vie de femme. Je remettais le bébé à mon conjoint. Occupe-toi-en. Et au bout de 2 minutes, attends, rends-la moi, je vais le faire un peu mieux que toi, je pense. Donc, à un moment, assumons le fait qu'on souhaite l'égalité. Prenons notre place aussi. Faites confiance aux hommes. Voilà, faites confiance aux hommes. Les hommes ne sont pas nos ennemis. On construit une société avec une égalité homme-femme, avec les hommes et non pas contre les hommes. Et c'est ça, que je regrette Je vais vous dire une aujourd'hui. chose, puisque vous êtes une jeune maman. Quand c'est une fille ou un garçon? Une petite fille. Quand votre fils sera malade à l'école, le directeur d'école, il appellera qui en premier? Ah bah, c'est la faute du directeur de l'école. Il a qu'à appeler. Il appellera la maman. Oui, mais qui a donné le numéro? Est-ce qu'on a donné le numéro de téléphone des deux parents? Les 2 numéros maintenant sont donnés. Ouais. Et vous alors verrez. après, Vous ferez le test. J'ajoute que quand les enfants sont grands et même adultes et que même quand ils sont parents, ils appellent qui? Maman. Ah, mais je suis pas d'accord. Mais je vais vous dire... moi c'est automatique, je les appelle maman. Parce que... Moi, ma fille, elle parle et le matin, elle crie papa. Je lui dis, elle vient de t'appeler, vas-y. Donc voilà. Donc non, mais dans les jeunes générations, le rapport père-enfant, il a quand même aussi pas mal évolué. Il a beaucoup évolué. Au regard de notre mais laissons la place aux hommes et vous verrez que ça évoluera même pour les enfants. Absat aussi, vous restez avec nous, suite du grand oral des GG dans un instant avec encore des questions de Jacques, de Zora et de Fatima. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC sur numéro 23. C'est Absat aussi qui est avec nous aujourd'hui, la chef d'entreprise, la chroniqueuse, merci. Chroniqueuse. Attention. Excusez-moi. Attention. Vous mettez, pour vous, c'est pas un problème. Vous mettez en avant votre vie privée, votre histoire d'amour avec Vincent Cerruti, animateur de télévision. C'est un choix? Je ne pense pas le mettre en avant tant que ça. En tout cas, vous ne le cachez pas. Je ne le cache pas, parce que c'est mon amoureux et on est très heureux, donc il n'y a pas de problème. Mais non, j'ai toujours attaqué les magazines qui volaient des photos. J'ai jamais montré une photo de mon enfant, pas même de sa main. Donc je préserve quand même ma vie privée. Après, on est tous les deux dans les médias. Donc quand on va à une soirée, à un événement ou autre, oui, on se prend en photo ensemble. Oui, on vous propose des choses, même professionnellement, de faire des choses ensemble aussi. Oui, ça nous arrive aussi. Et si je dois le faire, parce que on a
intérêt à le faire et parce qu'on a envie de le faire, je le ferai. Mais je le ferai pas forcément parce que c'est une histoire de couple. Vous subissez la pression de la presse people? On subit la pression de la presse people. Il y a des photographes en mode chez vous? Non, pas tous les jours, je suis pas encore Madonna. Mais, non, ça nous est arrivé à des moments où j'attendais un bébé, où ma grossesse a été annoncée alors même que je l'avais pas annoncée. C'est arrivé. Et ça génère derrière quand même pas mal de propos graves parce qu'on est un couple mixte. Alors oui, justement, je voulais vous interroger là-dessus. Ouais. Ah ouais. C'est horrible. Les réseaux sociaux sont une poubelle absolue. Moi, j'ai lu que mon enfant était un bâtard, qu'il était le fruit du métissage, qui est une honte pour la France. Non, j'ai lu des atrocités, surtout pendant Danse avec les stars où on l'a fait ensemble. C'était horrible. On dénonce en fait le couple mixte, la mixité du couple. Ouais, et surtout, à la limite, qu'il dénonce ça, on est des adultes, on peut répondre. Mais un enfant de 17 mois attaqué et insulté de la sorte, ça montre l'intelligence de ces, et ça vous a touché personnes. Oui, quand ça a touché mon enfant, oui. Après, moi, j'ai eu le droit, c'est le beau et la bête. Donc j'étais la bête, il était le beau. Oui, j'ai eu des propos gravement racistes. C'est dommage pour cette France. Mais ces réseaux sociaux qui sont, qui peuvent apporter des choses formidables et qui sont aussi le déversoir de toutes les haines et de tous les gens sont derrière leur écran et ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Parce que dans la rue, j'ai jamais ça. Mais ça en dit long sur notre société ou finalement ce sont toujours les mêmes? Ça en dit long sur notre société. Ça veut dire que d'abord, on assume de plus en plus d'être raciste. Quand on l'assume pas, on a les réseaux sociaux pour le faire derrière son écran. C'est lâche, mais c'est vrai. Un pseudo. Voilà. Donc il y a plein de gens qui se revendiquent non racistes, mais derrière leur écran, qui le sont et qui le sont plus que n'importe qui et plus que les gens qui assument de l'être. Donc oui, ça montre que notre société aujourd'hui, elle est de plus en plus, qu'on le veuille ou non, divisée. Elle l'est. Nous qui rêvions tous de cette France unie, et j'ai l'impression quand même que moi j'ai eu la chance d'aller d'évoluer dans une belle France avec une école, avec des camarades de toute origine, avec la possibilité de réussir quelles que soient nos origines. J'ai trouvé ça formidable d'être confronté à ça. Ça, oui, ça me fait descendre un peu de. Et peut-être que c'est un effet loupe aussi. Peut-être qu'ils sont pas si nombreux, que ce sont toujours les mêmes, très hargneux, très racistes, mais que finalement la majorité des Français n'est. Moi, je pense qu'ils sont plus nombreux qu'on ne l'imagine. Je crois pas. Ah bon? Moi je crois pas parce que moi j'ai aussi fait un mariage mixte et à l'époque moi c'était encore plus compliqué que pour vous aujourd'hui et le rejet de la mixité il est partout. Ah bah écoutez, moi je m'appelle Bitan, mon mari est de confession juive de par son père. Je peux vous dire que tu t'appelles Zora. Et je m'appelle Zora et mes enfants s'appellent Bitan et je peux vous dire que le racisme et l'antisémitisme subi, il n'est pas récent et il vient pas. Non, je ne dis pas qu'il est récent. Je dis pas qu'il est récent. Est-ce qu'il est aussi fort que ça sur les réseaux sociaux? Il y a un effet grossissant. Voilà, je pense que regardez comment on vit. Moi je dis toujours aux gens que les réseaux sociaux ça a un effet loupe et que les réseaux sociaux ça a un effet démultiplicateur. Mais dans notre vie quotidienne, dans nos actes quotidiens, dans le fait de circuler, de travailler, de se rencontrer, on vit ensemble quand même. On vit ensemble, et moi je peux vous dire qu'il y a un racisme qui se développe aussi bien les blancs vis-à-vis des autres, partout, mais les noirs vis-à-vis des arabes, des arabes vis-à-vis des blancs, et ainsi de suite. Il y a un racisme qui se développe communautaire. Il a un mode d'expression nouveau. Ouais, mais je pense que avec les réseaux sociaux, effectivement, il se diffuse plus facilement. Regardons un fait. Le Front National. À l'époque, combien de personnes acceptaient de dire je vote Front National? Et combien aujourd'hui acceptent de dire je vote Front National? C'est plus du tout la même chose. Ils assument. Mais là, c'est différent. Là, votre démonstration. C'est comme si il y avait comme si le fait de dire je vote Front National, ça veut dire je suis raciste. Alors qu'il y a plein de raisons pour voter Front National. Vous avez raison. Donc c'est dire tous les électeurs du Front National sont racistes, qui est faux. Non, vous avez raison. Vous avez raison là-dessus. Néanmoins, le Front National, ça reste quand même le parti qu'il est, qu'on le veuille ou non. Voilà, c'est là où il y a le plus de racisme. Vous pouvez le dire, vous pouvez pas. Non, moi, en tout cas, moi, je pense néanmoins que le fait d'assumer aujourd'hui, même pour des jeunes, d'être raciste, de dire à la télé, oui, ils viennent piquer notre travail, oui, il y a l'immigration. Regardez la façon dont les migrants sont traités. Je pense qu'il y a un vrai racisme, qu'il soit vis-à-vis de la couleur de peau ou parce que il provoque une sensation comme ça d'insécurité chez les gens qui n'ont pas de travail, etc. Ça reste du racisme. Ils viennent d'ailleurs et ils viennent prendre notre boulot. Donc ça existe, qu'on le veuille ou non, et je trouve que ça c'est très. Je trouve que ça n'existait pas autant avant.
Je trouve que ça n'existait pas avant. Autant avant, pardon. Nous, mais ça, c'est une sensation. Après, on n'est pas de la même génération, voilà, on ne dit pas de la même manière. Moi, je peux vous dire que la marche pour l'égalité en 83, elle est née de quoi? Elle est née d'un racisme violent, virulent, où c'était catastrophique. Moi, à 8 ans, la maîtresse me disait à l'école, la bougnoule au tableau. Enfin, on a vécu des choses incroyables. Enfants de l'immigration, première, deuxième génération. Vous avez eu les lois contre les discriminations, les entreprises de la diversité, les labels de la diversité. On parle de ça. La diversité, c'est une bêtise. Peu importe. C'est une bêtise. Vous avez l'impression que nous... La diversité, c'est une bêtise, ça veut rien dire. C'est encore une fois une façon de pointer du doigt des gens en prétextant que leur couleur de peau ou autre est un handicap. Et ça, moi, ça me casse les pieds. Parce que la diversité, nous sommes tous différents. Vous deux, vous êtes très différents. La diversité, elle est déjà là. Et ce fait de prôner la diversité isole les jeunes. Non, mais ça isole les jeunes. C'est paradoxal pour vous. Pourquoi? Dites-moi. Dans la mesure où vous êtes votre propre marque, d'une certaine manière, vous êtes votre propre produit, et l'image de la jeune femme issue de la diversité, comme on dit, et de l'immigration, c'est aussi, ça fait partie de votre de la construction que vous avez mis en avant. Ah non, c'est faux. Je n'ai jamais mis en avant le fait d'être noire. Ça fait partie de mon identité. Point. Je suis une jeune femme française d'origine sénégalaise qui a construit son entreprise en France et qui a grandi en France. Je déteste le fait de mettre cela en avant parce que nous sommes tous des enfants de la République. Et ces enfants de la République suivent chacun une trajectoire différente. Et c'est pas parce qu'on grandit dans un quartier que c'est plus dur que quelqu'un qui a grandi dans un quartier. Je déteste ce principe de diversité. Aujourd'hui, quand même, sur la diversité, on est bien obligé de faire des quotas, de regarder qui est invité dans les émissions télé. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, pour calculer la diversité, le CSA a mis en place des règles très précises. Qui le mettent, mais à un moment, il faut juste se dire qu'il faut que la société elle soit représentée telle qu'elle est. Je suis d'accord, il faut parfois peut-être des quotas pour les gens qui ne veulent pas partager le pouvoir, qu'ils puissent le partager avec d'autres, ou leur place, qu'elle puisse aussi être exploitée par d'autres. Néanmoins, moi je pense que le communautarisme, la ghettoisation, tout ça c'est une régression de notre société. Et c'est une régression qui est extrêmement grave pour nos jeunes qui ne rêvent plus. Ils ne rêvent plus parce qu'on leur a servi que des prétextes à l'échec, plutôt que des prétextes à la réussite. Et ces prétextes à l'échec qu'on leur a servi, c'est leur couleur de peau, c'est leurs origines sociales, et on a oublié de leur donner des prétextes à la réussite en leur disant que c'était possible pour eux, parce que ce qui compte, c'est ce qu'ils ont dans leur tête. C'est parce que quand ils regardent leurs représentants, ils s'aperçoivent que ces représentants ne leur ressemblent pas. Regardez même ce gouvernement, qui est censé être un gouvernement moderne. Il n'est pas très diversité, ce gouvernement. Il n'est pas très représentatif. Il ne représente pas à la France du métro, celle qu'on côtoie quand on prend le métro le matin. C'est pour ça qu'il faut changer le discours, pour faire comprendre à ces... Le discours et l'action. Mais il faut faire comprendre à ces jeunes qu'ils ont autant de chances que les autres pour y arriver. Oui, mais il faut leur donner. On n'attend pas. Moi, je suis désolée. Moi, je suis désolée. On m'a rien servi sur un plateau. Je viens d'une famille qui a galéré, d'un milieu modeste. J'ai eu l'école gratuite comme tout le monde et j'ai décidé de me battre. J'ai décidé de me battre. Oui, on peut considérer peut-être que je fais partie de ces exceptions, mais ces exceptions, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense. Mais simplement, on pointe pas les caméras sur ces gens-là. J'ai eu un débat avec Bernard de la Villardière la semaine dernière en lui disant pourquoi, quand vous allez dans les quartiers, vous ne montrez qu'une facette. Il l'a très mal pris. Je le provoquais pas. Je lui demandais juste, en tant que journaliste, de ne pas fausser la vérité en ne montrant qu'une seule facette et en lui disant, montrez aussi le reste parce que les jeunes ont besoin de ça. Mais on peut pas montrer que les dealers. On ne peut pas continuer à voir dans les films, au cinéma, toujours la femme de ménage noire portugaise et puis le chef d'entreprise toujours effectivement dans le même schéma, dans le même cliché et qui n'est pas une femme et qui n'est... Voilà, il faut changer les codes. Il faut expliquer à ces jeunes qui sont français et tant qu'on leur expliquera pas qu'ils sont français, parce que on a entendu quand même des erreurs graves dans les médias. On a entendu des gens dire quand il gagne, vous l'avez tous entendu cette phrase, quand il gagne, il est français. Quand il perd, le jeune d'origine. Eux-mêmes aussi ne se sentent pas français parfois. C'est passé dans les deux sens. Il y a un rejet aussi d'appartenir à la communauté nationale. Évidemment. Donc c'est sur tous les fronts. C'est sur tous les fronts, je suis totalement d'accord. Et moi, je n'accablerai pas le gouvernement ni les professeurs. C'est une responsabilité de tous. Un dernier exemple très médiatique. Le cas de Ménel, vous avez vu avec The Voice. On a dit,
Ménel, de toute façon, ça a été une entreprise de destruction individuelle parce qu'elle portait un turban et qu'elle a écrit des conneries, parce qu'elle avait 18 ans. On aurait pu passer à autre chose et puis lui laisser sa chance. Vous êtes d'accord ou pas? Moi, déjà, je suis désolée, Ménel, elle vient à The Voice. Oui. Depuis quand on demande à chacun des candidats qui passent dans The Voice à quoi il pense et ce qu'il défend comme idée politique? C'est pas une émission politique, c'est une émission qui juge la voix. C'est d'ailleurs pour ça que les candidats sont retournés, les juges sont retournés et qu'ils ne sont censés juger le candidat qu'à travers sa voix. Pourquoi on entre dans ce type de débat? Cette gamine, elle avait 18 ans. Si ça avait été le cas d'un militant d'extrême droite de 18 ans qui avait tenu des propos... Il y en a probablement plein. Est-ce qu'on a été voir tous les réseaux sociaux de tous les candidats de The Voice? On n'en sait rien. Et c'est pas parce qu'on n'est pas... Je veux dire, ce qu'elle a dit, il y a eu des acteurs français qui ont dit mais pire. Et alors, je veux dire, elle avait 18 ans, elle l'a regretté, elle s'en est excusée. Elle dit qu'elle a changé. On est qui pour savoir si c'est vrai ou pas? Il aurait fallu la garder en The Voice. Ça envoyait un mauvais message. Ça envoyait un mauvais message à la jeunesse. Non, ce qui a envoyé un mauvais message, c'est toute cette polémique qui a été construite effectivement par-dessus, autour de cette jeune fille. Après, ce qu'elle a dit est scandaleux. C'est scandaleux. Ça, il y a pas de demi-mesure là-dessus. C'est scandaleux. Mais elle était là pour qu'on juge sa voix et elle a été, malgré elle, au milieu d'une polémique qui, à mon avis, est très difficile à vivre pour cette jeune femme. Vous avez fait la une du magazine Management avec comme clé de la réussite faire parler de soi. Mon problème avec cette formule-là, c'est par rapport aux jeunes, où ce que je rencontre et ce que je constate en ce moment, c'est que lorsqu'ils entendent faire parler de soi, c'est faire parler de soi à tout prix, et c'est comme si le travail n'était pas important, mais c'était la mise en scène de son travail avec les dérives, c'est-à-dire des gens qui agissent, qui font, mais qui sont dans l'ombre et qui ne sont pas forcément de bons communicants, et de l'autre côté, des gens qui font pas grand-chose, mais qui sont capables de se faire mousser, pour parler au sens... Je pense que vous n'avez pas lu l'article. Non, mais pour ce titre, je parle simplement de la formule que vous avez. Le rêve français, par exemple, c'était une super formule. Non, mais la formule, elle reprend en fait une réponse que je fais aux journalistes en expliquant qu'aujourd'hui, les jeunes entreprises ont autant de chances de faire parler d'elles que les grandes, parce qu'elles peuvent faire du buzz sur les réseaux sociaux et faire connaître leurs produits très rapidement. D'accord, que le buzz est un nouveau, plutôt qu'un moyen financier, le buzz est aussi efficace. En fait, je prenais juste l'exemple de mon entreprise où j'avais pas de budget com au début, j'ai fait du buzz et ça a fait parler de ma boîte. C'est ce que je raconte dans l'article et je dis il faut faire parler de soi pour faire du buzz, pour se faire connaître et développer sa boîte. Non, mais alors là, vous avez entièrement raison. Parce que moi, j'ai été entrepreneur, je passais mon temps vraiment à parler de moi et à parler de l'entreprise. Et je me suis développé à toute vitesse grâce aux médias, grâce à la communication. Alors là, il faut faire le buzz en permanence. Vous continuez les émissions vers l'Afrique, Satoussi ? Oui, je continue. Pourquoi ça vous tenait autant à cœur ? Puisque tout à l'heure, vous nous dites c'est la République, c'est la France, mais vous vous êtes aussi tourné vers l'Afrique. Oui, je suis chez Canal+ d'Afrique, parce que je suis très fière aussi de mes origines, parce que je m'y sens chez moi quand je rentre et que c'est un continent qui me fascine, avec des opportunités économiques incroyables pour la France, pour plein d'autres pays. Et d'ailleurs, on voit que beaucoup d'entrepreneurs français aujourd'hui entreprennent là-bas, bien ou pas très bien, mais peu importe. Oui, donc c'est important pour moi et c'est quelque chose qui m'excite, qui m'intéresse. Les sujets traités m'intéressent. Ils parlent de l'Afrique de façon très large et on peut parler du Maroc comme on peut parler du Sénégal ou de voilà. Et ça, je trouve ça génial et c'est un bon exercice pour moi qui démarre dans la télé. Ça fait pas très longtemps, ça fait 5-6 ans que je suis dans la télé et j'ai besoin d'apprendre aussi ce type d'exercice qui m'intéresse. Donc j'ai bien voulu relever le challenge et je m'éclate. Et si vous deviez faire le choix entre votre carrière médiatique et le rôle de chef d'entreprise, quel serait votre choix ? Le rôle de chef d'entreprise, parce qu'il m'offre une liberté inouïe et que nous offre pas la télévision. Les sièges éjectables, on connaît. Pourquoi vous montez pas une entreprise aussi au Sénégal ? Alors j'ai ouvert mon siège social Afrique à Dakar. Très bien. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ça veut dire quoi ? C'est la boucle est bouclée, quoi ? C'est ça ? Pas encore. Pas encore ? La boucle, ce n'est pas encore bouclée. Le sera quand alors ? Qu'est-ce qui manque ? Quand j'aurai accompli mon rêve c'était de détrôner L'Oréal, j'en suis loin. mais je pense qu'il faut de l'ambition, donc ça me motive. Non, mon objectif, c'est de continuer à développer mon entreprise, d'en être fière. Mon premier objectif, c'était de rendre fier mon papa, c'est fait. Donc maintenant, mon objectif, c'est de m'éclater en tant que femme entrepreneur et de provoquer chez plein d'autres jeunes l'envie de la chef d'entreprise, vous êtes au MEDEF ?
Et non, je suis pas au MEDEF et je n'y serai jamais. Pourquoi ? Parce qu'on pense que le MEDEF représente toutes les boîtes de France. Le MEDEF ne représente que les boîtes du CAC 40 et quelques autres. Mais sincèrement, nous, jeunes entrepreneurs, on n'a pas du tout l'impression d'être représentés par le MEDEF. Il faudrait créer un mouvement d'ailleurs. Vous avez la CGPME ? Oui, il y a la CGPME. J'adore votre façon de le présenter. C'est moins ringard que... C'est le vieux monde pour vous, ces associations, ces chefs d'entreprise ? C'est surtout pas eux qui font l'économie. Ce qui fait l'économie, c'est toutes ces petites boîtes PME. Qui recrutent. Quand il y a des dispositifs d'État qui sont faits pour diminuer les impôts, pour recruter davantage, ce sont nous, jeunes entreprises, qui l'appliquons. Les grandes boîtes, elles ne créent pas forcément de l'emploi, elles bénéficient des dispositifs parce qu'elles ont les moyens humains de monter les dossiers en interne, ce que nous n'avons pas. Et Macron est le président de ces petites boîtes, de ces jeunes entrepreneurs ? Je le pense. Après, on attend de voir concrètement ce que ça représente. J'ai rencontré Christophe Castaner il n'y a pas longtemps. Ils ont des ambitions, ils ont des projets pour ces jeunes boîtes-là. Moi, maintenant, ce que j'attends, c'est l'action. Il y a la politique et il y a l'action. Et il faut que les deux se rencontrent. Merci, Absatoussi. Merci d'être passé par le grand oral des GG.